Bienvenue sur Afrostratège, la voie libre d'un continent qui refuse de baisser la tête. Ici, on ne parle pas seulement de l'actualité, on l'éclaire. Aujourd'hui, ce n'est pas un simple désaccord que nous allons analyser. Non. Ce qui s'est joué à Lomé ce 11 juillet, c'est une fracture. Une faille ouverte dans le cœur du système monétaire ouest-africain. Un affrontement silencieux entre deux visions opposées de l'Afrique. Un sommet ordinaire, non. Une bataille stratégique. C'est dans une ambiance lourde de tension que s'est tenu le Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA. À l'ordre du jour, la rotation de la présidence du Conseil. En apparence, un processus administratif classique. Mais dans les faits, une poudrière diplomatique prête à exploser. Selon les règles, c'était au tour du Burkina Faso d'assurer cette présidence. Une simple application du principe de rotation. Mais contre toute attente, certains États membres ont refusé. Ils ont posé des conditions implicites, des réserves diplomatiques, des objections floues, mais aux conséquences très claires. Et la réponse de l'Alliance des États du Sahel, Burkina Faso, Mali, Niger a été immédiate. Ils ont quitté la salle, claquant la porte d'une réunion qu'ils jugent désormais illégitime. Ce n'était pas un caprice, c'était un acte politique. Une déclaration de guerre froide à un système qu'ils dénoncent comme verrouillé, biaisé et fondé sur des logiques néocoloniales. Le refus d'un compromis, quand la diplomatie échoue, la rupture commence. Pour comprendre la portée de cet acte, il faut regarder au-delà des apparences. Ce que réclamaient les pays de l'AES, c'était pas un privilège, c'était le respect d'une règle. Une règle que l'UEMOA elle-même a instaurée, mais au moment de l'appliquer à un État en rupture avec Paris, silence, blocage, conditions. Pourquoi ce double standard ? Parce que cette présidence implique plus qu'un fauteuil symbolique. Elle impose des responsabilités diplomatiques, notamment vis à vis de la France, garante du franc CFA. Elle exige des contacts réguliers avec les institutions françaises, et cela, l'AES ne peut plus l'accepter. Une fracture fondée sur un principe non négociable, la souveraineté totale. Depuis leur rupture avec Paris, les États de l'AES ont posé une ligne rouge. Plus de tutelle, plus d'ingérence, plus de compromis sur la souveraineté monétaire. Dans ce contexte, assumer la présidence du Conseil des ministres de l'UEMOA, tout en étant obligé de collaborer avec l'ancienne puissance coloniale, serait une contradiction flagrante, une trahison politique. Et donc ils ont dit non, non à la coopération forcée, non à la présidence sous condition, non à un modèle qu'ils considèrent comme caduque. Et ce non marque le début d'une autre voie. L'AES pose les bases d'un nouvel espace économique. Ce boycott, ce retrait du sommet, ce refus de présidence, tout cela n'est pas une fin. C'est le commencement d'un chantier titanesque, celui de bâtir un bloc économique totalement indépendant. Une nouvelle union monétaire, pensée, conçue et gouvernée depuis l'Afrique. On parle déjà d'une monnaie commune du Sahel. On parle d'une banque centrale souveraine, déconnectée des intérêts européens. On parle d'une coopération économique basée sur les besoins réels des peuples et non sur les impératifs des institutions financières internationales. Mais attention, cette ambition ne se décrète pas, elle se construit et elle demande du temps, de l'expertise et une vision à long terme. Quels sont les enjeux immédiats pour la région ? La crédibilité du franc CFA est fragilisée. Une monnaie ne vaut que la confiance qu'on lui accorde. Et aujourd'hui, cette confiance vacille. La gouvernance régionale est en crise. Si une présidence tournante ne peut plus être assurée, alors c'est l'ensemble de l'UEMOA qui devient dysfonctionnel. Les investisseurs internationaux observent. La moindre instabilité est un signal d'alerte pour les marchés. Et l'Afrique ne peut se permettre un chaos monétaire improvisé. Mais malgré tous ces risques, l'AES semble déterminée. Elle avance, pas à pas, vers une sortie de l'UEMOA. Quelles conséquences concrète du boycott, une perte de légitimité pour le Conseil, sans la participation de l'AES, les décisions prises sont politiquement affaiblies. Un isolement institutionnel pour le Burkina Faso, le Mali et le Niger, leur absence des débats monétaires les marginalise à court terme. Une pression accrue sur la BCEAO. Comment continuer à réguler une zone monétaire dont une partie conteste l'autorité même de l'institution ? Et pourtant, il y a une logique derrière tout cela. Car pour l'AES, c'est un choix stratégique. Un retrait progressif, contrôlé, préparé. Un saut dans l'inconnu, oui, mais pour échapper à une prison connue. Créer un nouvel espace monétaire, utopie ou révolution,
Créer une nouvelle monnaie, c'est pas imprimer des billets, c'est bâtir tout un écosystème, une banque centrale indépendante, un système bancaire interconnecté, des règles de politique monétaire claires, une stratégie de stabilité financière et surtout une capacité à négocier avec les grands acteurs mondiaux. Et aujourd'hui, l'AES ne dispose pas encore de tous ces leviers, mais l'élan est là, le cap est clair. La volonté populaire est puissante. Ce qui semblait irréalisable hier devient peu à peu inévitable. Une rupture assumée, une renaissance en marche, la décision de quitter la réunion du Conseil des ministres n'est pas un coup de théâtre isolé. C'est la suite logique d'un divorce politique, économique et idéologique. L'AES ne veut plus réformer un système qu'elle juge corrompu dans ses fondations, elle veut le remplacer, et ce projet, s'il aboutit, pourrait refaçonner toute l'Afrique de l'Ouest. Plus qu'un désaccord administratif, nous assistons à la fin d'un cycle post-colonial et le début d'une ère nouvelle, une ère d'émancipation, de courage, de risque, mais aussi de promesses. L'analyse géopolitique approfondie, les forces en présence. Pour saisir toute la dimension de cette crise, il faut comprendre que nous ne sommes pas face à une simple querelle comptable. Non. Nous assistons à l'affrontement de deux paradigmes inconciliables, de deux visions du monde qui se disputent l'âme de l'Afrique de l'Ouest. D'un côté, nous avons l'UMOA traditionnel, un système né dans les années 1990, héritier direct des accords coloniaux, fondé sur l'idée que la stabilité monétaire passe nécessairement par l'arrimage à l'Europe. Cette vision, portée par des États comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou le Bénin, repose sur un postulat simple: l'Afrique n'est pas encore prête pour une indépendance monétaire totale. Elle a besoin de tutelle, de garanties extérieures, de supervision. De l'autre côté, l'Alliance des États du Sahel incarne une philosophie radicalement différente. Pour eux, cette protection monétaire n'est qu'un euphémisme pour désigner une dépendance. Une chaîne dorée qui maintient l'Afrique dans un statut de minorité économique. Leur message est clair: l'indépendance politique sans indépendance monétaire n'est qu'une illusion. Cette opposition n'est pas nouvelle. Elle traverse toute l'histoire postcoloniale africaine, mais aujourd'hui, elle prend une dimension inédite, parce que l'AES dispose de quelque chose que les mouvements panafricanistes précédents n'avaient pas. Une base territoriale continue, des ressources naturelles stratégiques, et surtout une légitimité populaire forgée dans la résistance. Les ressources stratégiques, l'atout maître de l'AES, car, ne nous y trompons pas, si l'Alliance des États du Sahel peut se permettre de défier l'ordre monétaire établi, c'est parce qu'elle contrôle des richesses considérables. Le Burkina Faso est devenu l'un des premiers producteurs d'or d'Afrique. Le Mali possède des gisements aurifères parmi les plus riches du continent. Le Niger détient 7% des réserves mondiales d'uranium, un minerai stratégique pour l'industrie nucléaire française. Ces ressources, pendant des décennies, ont été exploitées selon des logiques coloniales: extraction massive, transformation à l'étranger, retombées économiques limitées pour les populations locales. Mais les nouveaux régimes du Sahel ont décidé de rompre avec ce modèle. Ils renégocient les contrats miniers, imposent des quotas de transformation locale, exigent des partenariats plus équitables. Cette stratégie de souveraineté économique ne peut fonctionner qu'avec une souveraineté monétaire. Comment contrôler ses ressources si on ne contrôle pas sa monnaie? Comment négocier d'égal à égal avec les multinationales si votre devise dépend du bon vouloir d'une puissance étrangère? L'AES l'a compris. Elle sait que sa force ne réside pas seulement dans ses richesses naturelles, mais dans sa capacité à les transformer en levier géopolitique. Et pour cela, elle a besoin d'une monnaie véritablement souveraine. Les alliances alternatives vers une recomposition géopolitique, mais l'ambition de l'AES ne s'arrête pas aux frontières du Sahel. Elle s'inscrit dans une dynamique plus large de recomposition des alliances africaines. Observez les rapprochements récents avec d'autres puissances émergentes, la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran. Ces partenariats ne sont pas le fruit du hasard. Ils témoignent d'une volonté de diversifier les relations diplomatiques et économiques. La Russie, par exemple, offre une coopération militaire sans conditions politiques explicites. La Chine propose des investissements massifs dans les infrastructures sans exiger de réformes démocratiques. La Turquie développe une diplomatie culturelle et religieuse qui résonne avec les populations sahéliennes.
Ces nouvelles alliances donnent à l'AES une marge de manœuvre inédite. Elle n'est plus contrainte de choisir entre la soumission et l'isolement. Elle peut jouer sur plusieurs tableaux, négocier avec plusieurs partenaires, construire sa souveraineté par la diversification de ses relations. Cette stratégie inquiète évidemment les chancelleries occidentales, car elle remet en question l'exclusivité des relations France-Afrique. Elle ouvre la voie à un multilatéralisme africain où l'Europe ne serait plus qu'un partenaire parmi d'autres. L'économie politique du franc CFA, décryptage d'un système. Pour comprendre les enjeux de cette crise monétaire, il faut revenir au fondement du système CFA. Car contrairement au discours lénifiant sur la stabilité et la protection, ce système repose sur des mécanismes d'extraction économique parfaitement rodés. Premier mécanisme, l'obligation de dépôt. Les pays de la zone CFA doivent déposer 50% de leurs réserves de change au Trésor français. Imaginez, la moitié de leurs devises, fruit de leurs exportations, de leur travail, de leurs ressources, part s'immobiliser dans les coffres de l'ancienne puissance coloniale. En échange de quoi? D'une garantie de convertibilité que ces pays pourraient très bien assurer eux-mêmes s'ils en avaient la volonté politique. Deuxième mécanisme, la parité fixe. Le franc CFA est arrimé à l'euro selon un taux fixe déterminé unilatéralement par la France. Cette parité ne tient compte ni des réalités économiques africaines, ni des besoins de développement, ni des cycles de croissance spécifiques au continent. Elle sert avant tout à faciliter les échanges entre la France et ses anciennes colonies. Troisième mécanisme, le monopole de la politique monétaire. Les banques centrales de la zone CFA, BCEAO et BEC, sont officiellement indépendantes. Mais dans les faits, leurs gouverneurs sont nommés avec l'aval de Paris, leurs politiques sont coordonnées avec le Trésor français, leurs décisions stratégiques passent par le filtre des intérêts hexagonaux. L'AES a décidé de briser ces chaînes, non par idéologie, mais par pragmatisme. Car elle sait que tant qu'elle restera dans ce système, elle ne pourra jamais développer une politique monétaire adaptée à ses besoins, une stratégie de développement autonome, une diplomatie économique souveraine. Les défis techniques de la transition monétaire, mais sortir du système CFA, ne se décrète pas. Cela demande une préparation technique considérable, une expertise financière de haut niveau, une coordination parfaite entre les pays membres de l'Alliance. Premier défi, créer une banque centrale crédible. Cela implique de recruter des économistes de premier plan, de mettre en place des systèmes de supervision bancaire efficaces, de développer des outils de politique monétaire sophistiqués. L'AES travaille déjà sur ces questions, mais le chemin est long. Deuxième défi, assurer la stabilité de la nouvelle monnaie. Une devise ne vaut que la confiance qu'elle inspire. Pour crédibiliser leur future monnaie commune, les pays de l'AES devront démontrer leur capacité à maintenir des équilibres macroéconomiques, à contrôler l'inflation, à gérer les chocs extérieurs. Troisième défi, construire un système de paiement intrarégional. Aujourd'hui, quand un commerçant burkinabé veut acheter des marchandises au Mali, sa transaction transite souvent par Paris. L'AES devra développer ses propres circuits financiers, ses propres chambres de compensation, ses propres mécanismes de règlement. Quatrième défi, négocier la reconnaissance internationale. Une monnaie n'existe vraiment que si elle est acceptée par les autres devises, si elle peut s'échanger sur les marchés internationaux, si elle inspire confiance aux investisseurs étrangers. L'AES devra convaincre ses partenaires commerciaux d'accepter sa nouvelle devise. Ces défis sont immenses, mais ils ne sont pas insurmontables. D'autres régions du monde ont réussi leur transition monétaire. L'Europe elle-même a abandonné ses monnaies nationales pour créer l'euro. Pourquoi l'Afrique ne pourrait-elle pas faire de même? Les leçons de l'histoire, quand l'Afrique innovait, d'ailleurs, l'histoire africaine regorge d'exemples d'innovation monétaire remarquables. Bien avant l'arrivée des Européens, le continent avait développé des systèmes d'échange sophistiqués, des monnaies originales, des mécanismes financiers complexes. L'Empire du Ghana utilisait la poudre d'or comme étalon monétaire, permettant des échanges commerciaux sur des milliers de kilomètres. L'Empire du Mali avait créé un système de crédit si perfectionné que les marchands pouvaient voyager de Tombouctou au Caire avec de simples lettres de change. Les cités swahili de la côte est africaine avaient développé une monnaie métallique qui circulait de Mogadiscio à Kilwa. Ces innovations témoignent d'une capacité d'adaptation, d'une créativité, d'une expertise technique que l'Afrique contemporaine a parfois tendance à oublier. L'AES, en voulant créer sa propre monnaie, ne fait que renouer avec cette tradition d'innovation.
Car au fond, qu'est-ce qu'une monnaie? C'est un instrument de souveraineté, un marqueur d'identité, un outil de développement. L'AES l'a compris, elle sait que contrôler sa monnaie, c'est contrôler son destin. Les réactions internationales, entre inquiétude et opportunisme, la crise de l'UEMOA ne laisse personne indifférent sur la scène internationale. Chaque puissance y lit ses propres intérêts, ses propres craintes, ses propres opportunités. La France, évidemment, est aux premières loges. Pour Paris, l'éclatement de la zone CFA représenterait une perte géopolitique majeure. Non seulement économique, les échanges commerciaux avec l'Afrique de l'Ouest représentent des milliards d'euros, mais aussi symbolique. Comment la France pourrait-elle maintenir son statut de puissance mondiale si elle perdait son influence en Afrique? C'est pourquoi l'Élysée multiplie les initiatives pour sauvegarder le système. Mission diplomatique discrète, pression économique, tentative de médiation, tout est mis en œuvre pour éviter l'éclatement définitif de la zone monétaire. Les États-Unis observent avec un mélange d'inquiétude et d'intérêt. D'un côté, Washington ne souhaite pas déstabiliser son allié français. De l'autre, une Afrique de l'Ouest moins dépendante de l'Europe pourrait offrir de nouvelles opportunités aux entreprises américaines. Le Pentagone, lui, s'inquiète surtout des implications sécuritaires. Une région en recomposition monétaire est-elle compatible avec la lutte antiterroriste? La Chine, plus pragmatique, se contente d'observer et d'attendre. Pékin sait que toute crise de l'ordre occidental peut lui profiter. Si l'AES réussit sa transition monétaire, elle aura besoin de nouveaux partenaires financiers. La Chine sera là, avec ses capitaux, ses technologies, ses marchés. L'Union africaine, quant à elle, se trouve dans une position délicate. Officiellement, elle soutient l'intégration régionale sous toutes ses formes. Mais elle ne peut ignorer que l'initiative de l'AES remet en question l'ordre institutionnel existant. Comment concilier l'unité continentale avec la prolifération d'unions monétaires concurrentes? Les scénarios d'avenir, 3 chemins possibles. Face à cette crise, 3 scénarios se dessinent pour l'avenir de l'Afrique de l'Ouest monétaire. Scénario 1. Le retour au statu quo, l'AES finit par céder aux pressions. Elle accepte les conditions posées par les autres membres de l'UEMOA et réintègre les institutions existantes. Ce scénario impliquerait un compromis politique majeur. L'Alliance accepterait de tempérer ses ambitions souverainistes en échange de certaines réformes du système CFA. Ce scénario n'est pas impossible. Il suffirait d'une crise économique majeure dans l'un des pays de l'AES, d'un changement de régime, ou d'une pression internationale suffisamment forte pour faire plier les dirigeants sahéliens. Mais il paraît peu probable à court terme, car l'AES a déjà franchi le Rubicon. Elle a brisé le tabou de la contestation monétaire, reculer maintenant serait perçu comme une capitulation par ses opinions publiques. Scénario 2. La partition définitive de l'AES va au bout de sa démarche et crée effectivement sa propre union monétaire. L'Afrique de l'Ouest se retrouve alors divisée en 2 blocs. D'un côté, l'UEMOA résiduel, Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin, Togo, Guinée-Bissau. De l'autre, l'Union monétaire du Sahel, Burkina Faso, Mali, Niger, et peut être à terme d'autres pays comme la Guinée. Ce scénario présente des avantages et des risques. Avantage, chaque bloc pourrait développer une politique monétaire adaptée à ses spécificités. L'AES gagnerait sa souveraineté, l'UEMOA préserverait sa stabilité. Risque, la fragmentation pourrait affaiblir l'ensemble de la région, compliquer les échanges commerciaux, créer des tensions géopolitiques durables. Scénario 3. La réforme globale face à la crise, l'ensemble des pays ouest-africains décident de refonder complètement leur système monétaire. Ni statu quo, ni partition, mais révolution. Une nouvelle union monétaire verrait le jour plus large, plus démocratique, véritablement africaine. Ce scénario nécessiterait un sursaut politique exceptionnel. Il faudrait que les dirigeants de toute la région acceptent de remettre en question leurs habitudes, leurs intérêts, leurs certitudes. Mais il pourrait déboucher sur la création d'une zone monétaire véritablement continentale, étape vers la monnaie unique africaine rêvée par les pères fondateurs de l'OUA. Et toi, citoyen du Sahel ou frère africain d'ailleurs, que penses-tu de cette rupture? Faut-il continuer à se battre à l'intérieur des institutions héritées du passé, ou faut-il les quitter pour construire quelque chose de neuf, de libre, de vraiment africain? La question n'est pas seulement technique ou économique, elle est profondément politique. Elle interroge notre rapport à l'indépendance, notre conception
de la souveraineté, notre vision de l'avenir africain, l'AIS a fait son choix. Elle a décidé que l'émancipation valait tous les risques, que la liberté justifiait toutes les audaces, que l'Afrique avait le droit et le devoir de tracer sa propre voie. Ce choix peut sembler téméraire. Il l'est probablement. Mais l'histoire nous enseigne que les grandes transformations naissent toujours de prise de risque. Que les peuples qui refusent l'aventure de la liberté finissent par subir l'aventure de la servitude. Alors que choisissons-nous ? La sécurité de la dépendance ou l'incertitude de l'indépendance, la paix des chaînes ou le combat de l'émancipation ? L'Alliance des États du Sahel a donné sa réponse. Retrouve-nous directement dans notre dernière vidéo. À tout de suite.